Vous avez mentionné le mot fatidique de CV tout à l'heure. On a eu une question en amont du chat. Que pensez-vous du CV anonyme? Donc ça, c'est un très très vaste débat, j'imagine. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous voyez concrètement évoluer sur le terrain le CV anonyme, vous? Non, aujourd'hui, le CV anonyme n'a pas vraiment évolué. Chaque entreprise aborde ce sujet en fonction de ses convictions, aussi de la capacité à pouvoir le mettre en œuvre. Il y a des entreprises qui le font, qui l'ont mis en œuvre, notamment chez AXA, et c'est vrai que ça a donné des résultats plutôt encourageants. D'autres, au contraire, voient le CV anonyme comme quelque chose de contre-productif, qui serait encore plus violent lorsque le candidat se présente en entretien. Moi, je pense néanmoins qu'un CV, non, sans forcément être anonyme, mais un CV un peu à l'anglaise, qui soit uniquement centré sur les compétences et sur des savoir-faire, permettrait aux entreprises de se focaliser effectivement sur l'essentiel et de ne pas s'arrêter dans la lecture à l'âge, au handicap. Voilà. Alors, moi, j'ai des questions très concrètes. Je corrige pas mal de CV dans les relations sur Jobéthique. On a un nom, un prénom à consonance très marquée. On a une adresse dans un quartier chaud. On est très jeune, très vieux. Est-ce qu'il faut masquer tout ça? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, aux gens? Alors, c'est très délicat. J'ai pas de réponse, j'ai pas de solution toute faite parce que si, évidemment, si vous commencez à masquer ou si vous commencez à occulter un certain nombre de choses, lors de l'entretien, le recruteur ne sera pas du tout rassuré parce qu'il va se dire, si on me ment, jusqu'où peut-on mentir? Donc, moi, je pars du principe qu'il ne faut pas mentir. Par contre, il y a des manières, et ça, c'est des petites tactiques. Sabine disait qu'il fallait être un peu malin quelque part, effectivement, dans l'entretien, mais comme dans la présentation de son CV. Moi, je vois souvent, par exemple, des seniors qui mettent leur âge qu'à la fin du CV. L'âge n'est... Ouais, voilà. Personnellement, je conseille aux gens d'enlever l'âge. De toute façon, vous pouvez l'enlever. Et la situation maritale et le nombre d'enfants. Exactement. Parce que les gens aussi s'auto-flagellent dans les CV. On voit beaucoup de gens qui mettent un état civil complet. On a l'impression qu'ils écrivent en toutes lettres « Ne me recrutez pas, je suis… » Parce qu'en France, c'est vrai qu'on a tendance à faire des CV et à centrer effectivement sur des détails qui sont liés à la vie familiale, etc. Et qui n'ont rien à voir avec les compétences. Voilà. Moi, je pense que dans la grille de lecture, ce qui est important, c'est de se rendre compte que quand on commence forcément par le haut du CV, à mon sens, il faut pouvoir mettre en avant ses compétences. Et puis, dans l'état civil, effectivement, on ne peut pas occulter son adresse, ça paraît délicat, mais essayer vraiment de se focaliser sur son savoir-faire, les domaines de compétences, mettre des mots-clés. Je crois que dans un monde aujourd'hui, dans un marché de l'emploi qui est très tendu, il y a quand même, il faut le savoir, il y a des cabinets de recrutement et des entreprises qui reçoivent un flot de candidatures. Et le problème, c'est qu'il faut aussi aller vite dans le traitement des candidatures. Donc, on s'arrête parfois, ce qui est la limite de l'exercice, sur des mots-clés et sur des choses qui arrêtent votre attention, qui la retiennent ou qui l'arrêtent. Donc, surtout avec les moteurs de recherche. En plus. Alors, c'est ça qui est plus aujourd'hui délicat. Marotte de Jobéthique. Oui, mais les entreprises se font aussi prendre au mot parce que le problème, c'est que vous pouvez mettre à ce moment-là des mots-clés et les entreprises vont retenir votre CV qui n'aura peut-être rien à voir avec le poste en question. Mais en tout cas, je pense que mentir, c'est pas une bonne solution. C'est pas ça qui fera avancer les choses. Pour moi, le CV anonyme, ça avait un intérêt, c'était de pouvoir non pas repousser la discrimination, mais moi je vois bien quand on présente certains candidats que le recruteur, l'entreprise n'aurait jamais rencontré sur le CV, elle devient surprise au cours de l'entretien en ayant rencontré un candidat alors même qu'il est très éloigné de son idéal, son profil idéal. On parle du mouton à 5 pattes, c'est bien plus que ça, on a un profil idéal du meilleur candidat possible. Et quand on présente un candidat souvent qui est un peu en dehors de ce profil idéal, combien de clients nous disent oui, effectivement, il est pour tel candidat, il est vraiment très intéressant, pour une femme, mais c'est incroyable ce qu'elle est douée. Voilà, il y a des choses aussi aberrantes que cela. Et en fait, là, c'est un effet de démonstration. Et le CV anonyme permet justement de repousser cette barrière et de pouvoir démontrer en entretien qu'on a beau être une personne handicapée, on n'en est pas pour moi incompétente. Les gens qui étaient favorables au CV anonyme lorsqu'il y a eu tout ce débat autour de la loi disaient donnez-leur une chance, en fait, à ces gens de venir défendre leur et puis c'est de se surprendre. Voilà, après, s'il y a un clash en entretien parce que la personne est trop vieille, trop machin, etc., de toute façon, c'est la vie de toute façon. Là, on est confronté à un mur. Quelqu'un qui est de toute façon profondément raciste ou profondément contre telle ou telle catégorie de personnes, il y aura un mur, c'est clair. Alors, moi, juste sur le CV anonyme, j'aimerais compléter votre propos parce que j'ai vécu aussi l'impact du CV anonyme sur les managers.
et les managers à qui on proposait des CV anonymes, donc à qui la DRH proposait des CV anonymes, eh bien, ça a eu un effet extraordinairement pédagogique sur les critères de discrimination. Voilà. Parce que beaucoup de managers, en fait, qui ne sont pas forcément des spécialistes RH, pour eux, ça leur semblait pas du tout discriminatoire d'éliminer des candidats sur leur adresse, sur leur photo, sur leur genre, etc. Et je trouve que le CV anonyme est bien évidemment pas suffisant pour éradiquer les discriminations, mais moi je lui ai trouvé un rôle pédagogique tout à fait intéressant. Oui, donc Lounet demande pourquoi le CV anonyme fait-il polémique en France alors que dans certains pays c'est normal. Il fait encore polémique ou... Bah oui, puisque la loi est passée, mais pas le décret d'application, donc il n'est pas. Enfin, je dirais que c'est même pire, il fait même plus polémique parce qu'il a été complètement enterré. Voilà. Maintenant, je crois que les entreprises ont quand même gardé dans l'esprit de pouvoir, non pas forcément anonymiser, mais je vois par exemple pour des prestataires de services, les grandes SS2I, il y en a certaines qui justement font des CV assez standards où on évite même ne serait-ce que le sexe et on met en avant et je pense que ça a donné naissance quand même à une envie de pouvoir essayer de se centrer sur les compétences. Pour moi, c'est ça un peu l'essentiel. Madame Dijolier, on a pas mal de questions vous concernant. Alors d'abord Marie, là je regarde son témoignage depuis tout à l'heure. Mon frère handicapé à la suite d'accident, protège jambe droite et bras paralysés droit, a trouvé un job dans une grande entreprise parisienne à l'âge de 46 ans. Donc pas une question, c'est un témoignage. Marie, si vous pouvez aller en dire plus sur Job Éthique, on poursuivra, parce que j'aimerais bien savoir qui est cette grande entreprise parisienne pour qu'on lui mette une décoration, parce que franchement, c'est quelque chose d'assez rare encore, non? Oui, il faut savoir que les entreprises ont plusieurs moyens de s'acquitter de leurs obligations légales. Il y a l'embauche, il y a la sous-traitance avec le milieu protégé à hauteur de 50% de l'obligation légale et la signature d'un accord avec la direction du travail, un accord agréé. Et les entreprises qui ont signé un accord dans le cadre d'une politique d'insertion ou de maintien dans l'emploi des personnes handicapées sont obligatoirement ouvertes à l'embauche de personnes handicapées et la plupart du temps ce sont des grandes entreprises. Et il y a également des entreprises qui signent une convention avec la GFIP, qui ne vont pas vers l'accord, mais qui signent une convention avec la GFIP, toujours pour mettre en place une politique en faveur des personnes handicapées. Et ces entreprises-là ont un objectif d'embauche. Donc c'est sûrement... et puis il était compétent, en plus la personne était compétente. Forcément, bien sûr. Bien, mais ça nous paraît à nous ici forcément évident, mais on sait très bien que sur le terrain, c'est pas la majorité des cas. On a Période 14 qui nous répercute, qui lit Job Éthique, que les handicapés ne représentent que 0,4% des conseillers municipaux des 36 plus grandes villes françaises, bien loin des 6% qu'on impose aux entreprises. Est-ce que vous avez un sentiment là-dessus ? Alors, la loi de 87 obligeait les entreprises du secteur privé et du secteur public à embaucher 6% de la masse salariale en personnes handicapées. Sauf qu'il n'y avait que les entreprises du secteur privé, qui avaient une obligation de résultat parce qu'il y avait une sanction derrière. La loi de 2005 a créé un fonds identique à la GFIP pour le secteur public. Et donc, maintenant, effectivement, l'État, les collectivités territoriales étaient des mauvais élèves. Et de plus en plus, on va vers arriver à 6%, je ne sais pas s'il y a les personnes, mais en tout cas, on va augmenter, le secteur public va augmenter son quota. Et c'est vrai qu'ils sont mauvais élèves, les collectivités territoriales et l'État. En général, le service public, ils sont quand même très mauvais élèves sur l'ensemble des thématiques de la diversité. Ce sont quand même les entreprises qui portent le poids aussi de tout ça, alors qu'on ne montre pas forcément l'exemple au plus haut niveau. Il suffit de regarder sur les femmes, justement. No comment.